Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui on aura encore un sujet bien particulier par rapport j'ai essayé de vouloir faire un sujet encore différent où je veux faire on va dire un top 10 pour moi des plus grands moments de sport tout genre confondu qui m'ont marqué non seulement quand je les ai vus en direct mais que j'ai vu aussi en regardant l'histoire, le contexte de l'histoire, le contexte de trucs, c'est 10 moments de sport, tout sport confondu, que ce soit collectif, individuel, trucs qui m'ont marqué fondamentalement dans ma vie, dans ma recherche, même un peu de la compréhension aussi du sport, que ça soit le sport de collectif, que ça soit le sport même individuel, parce que je le dis toujours, les gens ont l'impression que le sport c'est juste un truc de divertissement. Non, les sportifs sont des ambassadeurs d'un pays, d'un continent. Le sport, on a besoin de faire du sport pour être en bonne santé. Et le sport regorge de beaucoup d'histoires humaines très passionnantes. Parce que moi, ce que j'aime bien aussi dans le sport, c'est les belles histoires humaines qu'on raconte. Et dans le sport, il y a des très belles histoires humaines. C'est pas juste on tape dans le ballon ou quelque chose, je sais pas quoi là. Non, le sport a beaucoup d'histoires humaines, beaucoup de trajectoires, beaucoup de tragédies, beaucoup de trucs inspirants. Il y a plein de choses dans le sport. C'est pas pour rien que le sport fascine autant comme ça. Et dans mes moments de sport incroyables que j'ai vus ou découvert après sur vidéo après. Il y a des moments de sport qui m'ont beaucoup marqué et j'ai décidé de faire un classement de top 10 par rapport à ça et voilà quoi. Donc, asseyez-vous, d'essayer de découvrir un peu et on va commencer maintenant. Numéro 10, Mike Powell et Carl Lewis, championnat du monde 1991. Je pense c'est sans aucun doute l'un des plus grands moments de l'histoire de l'athlétisme. Que ça soit un grand moment de sport qui est resté encore dans la légende et qui a fait que, bon, Carl Lewis était déjà dans la légende. Carl Lewis est l'un des plus grands athlètes de l'histoire. Il n'y a rien à dire sur Carl Lewis, que ce soit dans le 100 mètres et autres et tout. Bon, Carl Lewis, vous savez ce que c'est. Même si c'est un piètre chanteur. Même si c'est un piètre chanteur. Mike Powell et Carl Lewis sont... Carl Lewis est une légende, mais Mike Powell, il restera à tout jamais ce mec des championnats de Tokyo. Et ce fabuleux duel qu'il a eu en finale du saut en hauteur contre Carl Lewis, c'est un grand moment encore de sport qui est resté encore dans la légende encore de beaucoup de gens encore. C'est-à-dire ce duel qui se sont livrés où chacun devait se sont dépassés parce que chacun faisait des records du monde et tout pour pouvoir gagner un peu pouvoir gagner la médaille d'or. Et Mike Powell et autres et tout dans une ambiance incroyable, dans un truc incroyable, a réussi à gagner cette légende absolue Carl Lewis parce que Mike Powell c'était un peu le Rocky, hein. C'est pas le gars qui est censé être une légende et autres et tout. C'est pas le truc, mais pour gagner Carl Lewis, il a dû battre un record du monde. Et je pense que ce qui est encore le record du monde du saut en hauteur et autres et tout, dans une ambiance électrique incroyable et géniale. C'était un duel comme jamais. Ça a créé la légende des deux. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de cet événement-là. Quand tu parles de Mike Powell, le premier truc qui te revient, c'est cet événement encore des champions du monde de Tokyo. Et, et voir comment il avait réussi à gagner en faisant le record du monde est l'un des plus grands encore moments de sport qui m'a, oui, surtout battre Carl Lewis. Carl Lewis, c'est une légende absolue. C'est une légende absolue. Et ça,
ça restera l'un des plus grands moments de sport de l'histoire de l'athlétisme. Ça, rien qu'à regarder encore les images et les frissons parce que c'est tout ce que j'aime. Le duel, le dépassement de soi et parfois le outsider qui gagne alors que rien ne destinait à ce qu'il soit ce qui destinait soit le vainqueur. Donc c'est une belle histoire encore de sport que j'adore énormément et que j'aime beaucoup regarder encore là. Je pense que pour tous les fans d'athlétisme, vous avez connu ce grand moment et Mike Powell et le duel de Mike Powell et de Carl Lewis aux Jeux Olympiques, pas aux Jeux Olympiques mais au mondial mondiaux de 84, de 91 à Tokyo reste un grand moment de sport qui me marque toujours. Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens ne donnent pas les crédits à des gars comme Azea. Azea, pour moi, je ne sais pas comment on ne peut pas être inspiré par l'histoire de ce gars-là. Les gens aiment seulement la Jordan parce que c'est glamour, parce que c'est truc, parce que c'est... Alors que moi, j'aime plus les histoires des gens qui me ressemblent. J'aime plus m'inspirer des gens qui me ressemblent. Et Azea, c'est celui qui a réussi l'impensable. C'est celui qui a réussi. Comme je l'ai dit dans mon sujet sur Kobe Bryant, déjà, Isaiah Thomas, c'est celui qui a réussi à gagner dans une ère où il était impossible pour des hommes de cette taille-là de gagner un titre NBA de gagner un titre NBA avec cette taille-là, en étant un franchise player de son équipe avec cette taille-là. C'était impossible à l'époque. Et il a changé la donne. Il a gagné 2 titres NBA en faisant 3 finales consécutives et 5 finales de conférence consécutives. Il est une légende. Top 50 des plus grands joueurs de l'histoire de l'histoire de la NBA. Top 75 encore là. Et j'ai toujours du mal à mettre Stephen Curry au-dessus de lui. Je pense toujours que le meilleur meneur de jeu de l'histoire de la NBA est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Isaiah Thomas en fait partie. J'ai du mal encore à mettre même Stephen Curry au-dessus de lui. Même aujourd'hui. Pour ceux qui veulent un peu que j'image un peu qui était Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, c'est un peu, imaginez Allen Iverson, mais un Allen Iverson qui est plus collectif. Qui est collectif et qui essaye de faire, c'est ça qu'il était. Il y a Allen Iverson avant Allen Iverson. Isaiah Thomas, s'il le voulait, il pouvait marquer 50, 60 points par match, mais c'était pas ça son but. Son but, c'était de faire jouer son équipe, de la ramener, c'était le général. Et pour moi, l'un des meilleurs moments qui résume parfaitement le cœur, le courage de ce mec-là. On parle souvent du flu game de Jordan, on en parle beaucoup. Mais pour moi, il y avait quelque chose de plus grand qui était arrivé, c'est le match de la finale de 88 contre les Lakers, où ils mènent la série de 3-2, les Detroit Pistons mènent 3-2. Et Isaiah Thomas, à un moment donné, se blesse. Il se fait une grosse entorse et tout. Il est obligé de sortir et tout. Mais, armé de son courage, armé de sa détermination pour pouvoir vraiment gagner ce titre, il joue littéralement avec cette entorse et presque à un pied. Et il fait une deuxième mi-temps, les 2 derniers cartons, il tourne il finit avec plus de 19 points ou 20 points le deuxième carton et le match il finit à 44 points. Sans cette mafia, parce que ça a été vraiment de la mafia, de siffler cette faute imaginaire de Karim Abdul-Jabbar, faute imaginaire de Karim Abdul-Jabbar qu'on a sifflé, que Bill Lambert a fait une faute sur lui. C'était imaginaire, je n'en arrive même pas, c'était du vol. Un pur vol. Je pense que c'est un vol, ce truc-là. Sans ce vol-là qui a fait que les Lakers gagnent ce match 6 là, qui a été charnière après parce qu'ils sont revenus à 3-3 et le 4e. Et le match 7, ils ont pu gagner leur titre. Même ça n'a pas été un truc, mais les Detroit Pistons ont gagné après leurs 2 titres, après en 89 et en 90. Ils auraient dû être l'équipe qui fait le premier three-peat de l'histoire de la NBA. Ils auraient dû. C'est pour ça que je les supporte, parce que tous les éléments montraient qu'on ne voulait pas qu'ils gagnent. Que ça soit dans l'arbitrage, que ça soit dans David Stern, avec sa propagande sur les mecs, qu'il les traitait de thugs, que ça soit tout montrait qu'ils ont réussi quand même à gagner. Et ils ont réussi à gagner, alors que le monde ne voulait pas qu'ils gagnent.
Rien que ça, j'adore le truc. Et Azea est l'un des plus beaux champions de l'histoire de la NBA. Mon joueur préféré de l'histoire de la NBA et du basket tout court, c'est Isaiah Thomas. Et ça, là, ce truc-là, on parle souvent du flu game, mais j'aime beaucoup rappeler cet élément-là qui montre tout le cœur et le courage d'un champion d'exception. On le dit pas assez dans les médias. On essaie toujours de le montrer comme si c'était un jaloux de Michael Jordan, alors que c'est l'inverse. C'est Michael Jordan qui était jaloux de lui, parce que Michael Jordan se faisait battre par cette équipe-là et par ce Azea-là, et Azea-là avait déjà 2 titres quand lui, il n'en avait pas encore un. Remettez les choses au contexte, ne réécrivez pas l'histoire, et que même si l'autre veut, avec sa jeunesse, veut réécrire l'histoire tout comme d'habitude là, parce qu'il est insupportable aussi cet individu-là. S'il y a bien un autre individu encore plus que Wanabe Basquiat que je ne supporte pas, c'est bien Jonas Man là que vous voyez là. Azea est un grand champion de l'histoire de ce sport. Qu'importe ce que les médias veulent nous dire, ils ont fait assez de propagande comme ça sur ce gars. Et maintenant, il y a une jeune génération qui se rend compte un peu de comment la propagande a été horrible par rapport à cette équipe-là. Alors que cette équipe a un impact incroyable sur la NBA actuellement. Ça, c'était mon moment numéro 9, un grand moment de sport, peut-être même l'un des plus beaux moments de sport de la NBA, la finale 88 et ce match 6 avec la performance extraordinaire d'Isaiah Thomas. Numéro 7, Brésil-Cameroun, quart de finale des Jeux Olympiques 2000. Oh là là, ça, c'est aussi un grand moment de sport. Oh, en tout cas, personnellement, je pense qu'il y a s'il y a un match de l'équipe du Cameroun qui m'a fait vibrer par son scénario, par sa dramaturgie, c'est bien le match, le quart de finale contre le Brésil aux Jeux Olympiques de 2000, là, qu'on va gagner la médaille d'or, qu'on va partir gagner. Mais le match qui a été, toute la dramaturgie qu'il y a eu dans ce match-là, je me souviens encore comme si c'était hier, parce que quand tu vois un peu ce qui s'était passé dans ce match incroyable, où Patrick Mboma, qui était le meilleur joueur de l'équipe nationale à l'époque, c'était pas le gars qui apparaît sur la photo là, il aime souvent dire que les réécritures d'histoire, moi je suis là pour rectifier un peu les propagandes des mecs. La star de l'équipe c'était Mboma à l'époque. Déjà même il n'était pas très bon même aux Jeux Olympiques. Il n'a pas fait une grande compétition, on va pas se mentir. Mboma qui nous portait dans cette équipe-là, qui avait commencé à marquer par rapport à un but incroyable sur coup franc. Après, on avait été égalisé. Après, le match était devenu incroyable parce qu'on avait eu 2 expulsions. Je ne sais pas, je pense qu'il y avait une petite tape qui avait été expulsée. Je ne sais plus qui était l'autre joueur qui avait été expulsé. Ma mémoire fait un peu défaillante. Et après, je crois l'égalisation de Ronaldinho, qui était encore tout jeune, et je crois qu'il avait 20 ans encore à l'époque, il était tout jeune, il n'était même pas encore au PSG, je pense qu'il était à l'époque, il était encore au Grêmio encore à l'époque. Bien, il était au PSG, je ne sais plus, je pense qu'il est venu au PSG quoi, en 2001, 2002? Je pense qu'il est venu en 2001 ou en 2002, je ne sais plus. Peut-être qu'il était encore au Grêmio ou au PSG, je sais pas. Ronaldinho qui égalise sous coup franc, et puis on a le désespoir un peu dans le camp camerounais. On se dit, bon, à 9 contre 11, pendant les prolongations, on est fichu. On est perdu, c'est terminé. Les gars vont seulement nous écraser et marquer vite le but en or. Parce que c'était encore à l'époque du but en or qui était cruel. Le but en or, je veux même qu'on remette même ça même un peu dans le foot. Le but en or dans le foot, c'était vraiment génial. Ça apportait encore plus de dramaturgie encore sur les matchs. Tu marques un but, le match est terminé. Le but en or, ça m'énerve qu'on a enlevé ça. Ouais, je suis bien d'accord un peu avec Wanabe Basquiat, avec Didier Deschamps un peu. Didier Deschamps disait ça même dans son documentaire. Le but en or, c'était la plus belle chose qu'on avait jamais créée. Tu marques un but, c'est terminé. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Ça apportait encore plus de dramaturgie Hitchcockien encore dans le foot. Et à 9 contre 11, on est perdu. On sait même pas ce que là. Et c'est là que il y a je me souviens bien, cette accélération à gauche de Meyongze, qui fait une accélération à gauche, le côté gauche. Il pique, il recentre, il fait une passe. Si je me souviens bien encore, à Modeste Mbami qui fait une feinte de corps, crochet vers l'extérieur et une frappe
qui va au fond des filets, qui repose un peu Modeste Mbabi, mais je me rappelle, je n'avais jamais autant crié de ma vie que ce jour-là. Oh, ma voix s'est égosillée. C'est la dernière fois de ma vie où j'ai regardé un match de l'équipe du Cameroun et où j'ai de l'émotion. Après ça, tous les matchs de l'équipe du Cameroun, je les regarde maintenant avec une froideur, un truc, je n'arrive plus à... Maintenant, avec ma compréhension du foot qui est beaucoup plus grande encore et autres et tout, je n'arrive plus à m'exalter sur un match du Cameroun, là, en criant, que là, ou quelque chose comme ça. Même quand l'équipe du Cameroun joue un match, je le regarde comme si je suis en train de regarder... Même les matchs, je suis plus le genre de gars qui crie devant un match. Je suis un gars qui regarde ça tellement... quand tu atteins un peu compréhension de ce sport très forte, je pense que ça t'immunise un peu contre les délits d'émotion un peu travers. À part peut-être si la Cameroun gagne la Coupe du Monde, là où je pourrais encore avoir ça. Mais je pense que c'est la dernière grande émotion que j'ai eue sur l'équipe du Cameroun. Après ça, je n'ai plus été un gars qui regarde l'équipe du Cameroun parce que ce but-là, cette victoire inespérée, dramaturgique, alors qu'on était à 9 contre 11 en quart de finale de ces Jeux Olympiques, m'a fait comprendre qu'on allait gagner carrément la médaille d'or. Que rien n'allait, si on gagne un match comme ça, là, rien n'allait nous arriver. Rien n'allait nous arriver, on allait gagner cette histoire-là. À 9 contre 11, on gagne le Brésil, non, rien n'allait nous arriver. Et ça a été le cas, on a remporté les Jeux Olympiques, qui est pour moi l'un des plus beaux titres même du football camerounais. Je kiffe même encore le fait qu'on ait eu gagné les Jeux Olympiques, beaucoup plus qu'on ait gagné nos CAN. Et c'est ça qui me fait dire souvent que le Cameroun fait partie est avec l'Égypte la plus grande nation de l'histoire du foot africain. Et qu'il faudrait vraiment une performance encore en Coupe du Monde, gagner une Coupe du Monde qui permettrait à ce que nous, on devienne la plus grande nation africaine de tous les temps. Mais ça passe par ce que je vous ai dit, par toute cette réflexion que j'ai un peu sur le football camerounais. Bon, si les gens veulent écouter, ils écoutent. S'ils ne veulent pas écouter, ils n'écoutent pas. Ils sont libres. Mais voilà, quoi. Mais c'est l'un des plus beaux moments de sport que j'ai vécu. Cameroun, Brésil. Ah, grand moment. Peut-être avec Mohamed Ali Frazier 3, Thriller in Manila. Je pense que le combat entre Marvin Hagler et Tommy Hearn, c'est peut-être pour moi le plus gros combat de boxe que j'ai vu parmi tous les combats de boxe que j'ai vus, parce que ça fait 5 ans que je commence à m'intéresser un peu à la boxe et son histoire. Et si tu voulais des personnages de cinéma incroyables, c'est pas pour rien que Martin Scorsese a fait des films comme Raging Bull ou des trucs comme Rocky. Les plus beaux personnages de cinéma, c'est vraiment des personnages de boxe. Les boxeurs, c'est des trajectoires de vie parfois dantesques. Quand tu vois un peu leur histoire, c'est parfois même tragique, parfois des histoires très tristes, parfois des histoires fabuleuses, parfois des trucs. Et Marvin Hagler et Tommy Hearn, c'est deux grands champions de l'histoire des poids welter. Faut vous dire même qu'à cette époque-là, dire que dans une même catégorie, il y avait Tommy Hearn, Marvin Hagler, Roberto Durant et Sugar Ray Leonard dans une même catégorie, te dit que, mon Dieu, comment, dans une catégorie, à une époque, il y avait 4 gars comme ça. Je sais que peut-être pour les jeunes générations, ce nom-là les évoque pas. Moi-même, je dois les avouer. Je connaissais pas encore ces noms-là avant 5 ans, il y a 5 ans. Mais quand tu commences à te documenter qui sont ces personnages-là, c'est les grands personnages de la boxe. Et moi, je dois vous avouer aussi que personnellement, la boxe m'a permis, en étudiant la boxe, j'ai développé beaucoup, les mouvements de jambes en fait, parce que les grands boxeurs ce sont ceux qui ont les meilleurs footwork. Les plus beaux boxeurs c'est pas ceux qui ont les punch, ce sont les meilleurs boxeurs de l'histoire, ce sont les meilleurs défenseurs, ceux qui savent éviter les coups,
et ceux qui ont un footwork d'anthologie. C'est ça, et la boxe c'est une science. C'est pas, tu peux pas être bourrin et taper comme un truc. Non. C'est des scienceurs. Et le moment où tu commences à comprendre ça, tu commences à apprécier ce sport-là. Et je dois avouer que c'est devenu un sport que j'apprécie beaucoup. Je trouve un peu que c'est dommage, un peu que la boxe disparaît dans sa popularité par rapport à l'UFC. Je trouve un peu que l'UFC est un peu beaucoup plus bourrin que la boxe qui est un peu pour moi toujours le noble art. Un peu, je trouve un peu que l'UFC prend le pas sur la boxe maintenant, mais je préfère la boxe et je resterai toujours quelqu'un qui préfère plus la boxe parce que la boxe, je trouve encore c'est beaucoup plus scientifique que l'UFC. Même si l'UFC, tu n'es pas un combattant de l'UFC, tu es un débile. Hein. C'est toujours des scientifiques ces mecs-là, des cérébraux. Et Tommy Hearn contre Marvin Hagler, c'était vraiment un combat de malade. Dès le premier round, les gars se donnaient coup pour coup. Et on peut remettre le contexte de ce combat légendaire. Tommy Hearn venait d'un combat où il venait de gagner Roberto Durant de manière expéditive. Et il avait fait ça à Roberto Durant. Roberto Durant, un peu, c'est une des idoles de Mike Tyson, un champion. Comment on l'appelait encore là? On l'appelait quoi? Main de pierre? Mano, là, je sais plus comment ils disent un nom, là, je vais retrouver un peu le nom après. Là, ils avaient un surnom pour le dire, là-bas, c'est une des idoles, nombreuses idoles de Mike Tyson, un peu dans l'histoire de la boxe, et Tommy Hearn l'avait gagné, et il devait affronter maintenant Marvin Hagler, et tout. Marvin Hagler qui était une bête sauvage, qui était un scientifique, un mec d'une discipline, mais absolument extrême dans la boxe, dans ses entraînements. Souvent je regarde, je dis mais ce mec là c'est un gars à part. Et le combat là était d'une violence et deux gentlemen, hein, c'était pas des thugs ou des gentlemen. Il fallait voir même un peu quand tu vois leur discussion avant combat, c'est-à-dire le truc avant combat, c'était poli, truc et tout, mais dès que le combat a commencé, c'était la guerre. Moi j'ai encore cette image là de Marvin Hagler là après le premier round de dantesque qu'on voit là où Marvin Hagler regarde Tommy Hearn en disant que mon Dieu, ça sera pas comme avec Roberto Durant. C'est un combat qui donne des frissons. Quand je l'ai revu, même dans le documentaire qu'on a donné là, quand je l'ai revu, j'ai dit mon Dieu, c'est deux grands champions de l'histoire. Même si Tommy Hearn a perdu sur KO, c'est un détail. C'est un moment de sport, un moment de boxe inoubliable. Des champions incroyables. Des gladiateurs. Des gladiateurs. On a vu des gladiateurs s'affronter devant nous, là. Et l'un des plus beaux combats de l'histoire de la boxe, l'un des plus intenses, l'un des plus géniaux. Et tout, c'est vraiment ce moment de Tommy Hearn et Marvin Hagler. Si vous avez le temps de le regarder, il est disponible même sur YouTube, vous pouvez encore le regarder, vous pouvez regarder même ces trucs sur les Marvin Hagler. Intéressez-vous à qui sont Tommy Hearn et Marvin Hagler. Nous avons là deux grands champions de l'histoire de la boxe du poids welter. Et c'était même encore émouvant, même quand Mike Tyson les avait invités sur son podcast, comment il invitait ses héros, où il y avait Tommy Hearn, où il y avait Sugar Ray Leonard. Il y avait aussi bon, ça c'est après Mike Tyson, Chad Mosley. Et il manquait Marvin Hagler un peu pour compléter le tout. Et ça aurait été un beau truc. Et franchement, n'hésitez pas à regarder ça. C'est pour moi aussi un autre grand moment de sport. La Ligue des Champions, l'édition 2018-2019. La Ligue des Champions, cette édition-là, je pense que c'est la plus belle édition de l'histoire de la Ligue des Champions. De la saison 2018-2019, je pense que c'est la plus belle de l'histoire. C'est la plus belle de l'histoire parce que les matchs qu'on a eu cette saison en Ligue des Champions, et moi qui suis pas un gaga de Ligue des Champions, je dois vous l'avouer, la Ligue des Champions 2019, c'est impossible de ne pas parler de cette édition-là, juste à partir des cas par rapport, c'est-à-dire que je me rappelle, chaque semaine, c'est comme si tu avais un coup de poing chaque semaine. Des matchs avec des rebondissements et de la dramaturgie dans tout. Je pense à la confrontation Juventus-Atlético. Le 2-0 et après le 3-0 avec le triplé de Cristiano Ronaldo pour le truc. Je pense à
l'Ajax contre le Real Madrid. Je pense que c'était en 8e. La confrontation aller et surtout la confrontation retour où cette équipe fabuleuse équipe de Erik ten Hag avec des joueurs comme Tadic, avec des joueurs comme Frenkie de Jong, avec des joueurs comme comment il s'appelle encore, Donny van de Beek, tous ces jeunes là très talentueux qui sont allés jusqu'en demi-finale. Je pense encore au Manchester-Tottenham avec tout. Il y avait tout. Le match aller était simple, mais le match retour qui a fini 4-2, l'épisode sur Lava, le but à la dernière minute, puis après le VAR qui montre quelqu'un qui est hors jeu. L'Ajax contre Tottenham, l'Ajax qui est parti pour se qualifier, qui mène 2-0 match retour et qui se fait battre par Lucas qui fait le match de sa vie. Lucas qui fait le match de sa vie et qui est entré dans l'histoire de Tottenham à cause de cette demi-finale. Il est entré à tout jamais dans l'histoire des supporters de Tottenham. Liverpool-Barcelone, où Barcelone a gagné 3-0 à l'aller et qui se voit perdre 4-0 avec Origi qui fait aussi un match légendaire. Et déjà, Origi, il est aussi une légende du club de Liverpool. Il a toujours été des grands moments de Liverpool de club. Il y a beaucoup de moments avec Origi là-bas. Ça, c'est un peu un super sub. C'est un peu un gars là, Ole Gunnar Solskjaer. Et qui gagne 4-0. Bref, une saison, sauf la finale qui était banale. Après tout ça, tous ces rebondissements qu'on a vécu dans tout ce truc, il a fallu qu'on ait une finale d'une banalité notoire qui était Liverpool-Tottenham où la finale était chiante. C'est-à-dire après le tout, que ça soit les 8e de trucs, on avait des matchs de dingue et la finale était une finale soporifique. Après tous ces rebondissements, non mais c'est une édition qui restera encore dans les annales par rapport à l'émotion qu'on a fait de la Ligue des Champions 2019, de tout ce que j'ai vu dans ma vie comme saison de Ligue des Champions. C'est pour moi la plus belle, et quelque chose qui marquera encore l'histoire jusqu'à nos jours. Cette édition m'a marqué comme pas possible. Il n'y a pas un match que tu vas se dire, il y a tellement de matchs. Édition Ligue des Champions 2019. Oui, numéro 5. Goran Ivanisevic, Patrick Rafter, finale de Wimbledon 2001. C'est Goran Ivanisevic un peu pour les amateurs de tennis. J'ai dit il y a longtemps que j'étais un amateur de tennis. Maintenant, bon, je ne suis plus trop dans le tennis moderne. Je ne sais plus trop ce qui se passe. Mais à une époque où j'étais vraiment un gros fan de tennis. Tu me demandais les joueurs du numéro 1 au top, du top 100. Je pouvais te citer tous les joueurs du top 100 à l'époque. Mais maintenant, je sais plus, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Il y a un moment donné, avec l'âge, tu choisis un peu tes trucs, sinon tu vas trop t'éparpiller, parce que moi, je fais un peu partie des personnalités qui s'éparpillent beaucoup par rapport à ma grande curiosité. Et Goran Ivanisevic, Patrick Rafter fut pour moi l'une des plus belles finales de l'histoire de Wimbledon, avec celle qui avait le plus d'émotions juste pour le parcours. Des protagonistes, Patrick Rafter et de Goran Ivanisevic, ils disaient que bon, ils ont pratiqué un mauvais tennis, un tennis horrible, que quand sur le plan technique c'était pas forcément beau, mais moi la dramaturgie que le match là apportait, c'était quand même légendaire par rapport au contexte de cette finale. Goran Ivanisevic, c'est un peu le loser magnifique qui finit par gagner. Il avait perdu, je crois, déjà 2 ou 3 finales de Wimbledon au début des années 90. Sa carrière était un peu au plus bas, au plus bas des sommets. Il vient, si je me souviens bien, c'est pas carte d'invitation qu'on l'invite à Wimbledon. Et chaque match, c'est un peu un truc à la Rocky. Il gagne des matchs. Au fur et à mesure qu'il gagne les matchs, le public encore, parce que c'était le chouchou du public pendant de nombreuses années. Et le public est derrière lui. Même contre Tim Henman en demi-finale, Tim Henman qui est le plus grand poisseux de l'histoire du tennis mondial, qui a toujours, il y a jamais, l'anglais qui n'a jamais pu remporter Wimbledon. Il se faisait toujours battre soit en quart, soit en demi, si je me souviens bien encore à l'époque. Goran Ivanisevic arrive à gagner Tim Henman pour ceux ici en finale, et la finale
où il est pris par l'émotion. C'est comme si tu voyais un match de foot Croatie-Australie, l'ambiance sur le stade était électrique. J'aurais pu choisir d'autres trucs, j'aurais pu choisir Nadal, Federer, 2008, Roddick, j'aurais pu choisir plein d'éléments du tennis, mais moi j'ai voulu choisir quelque chose qui m'a marqué aussi émotionnellement un peu par rapport à l'histoire de Goran Ivanisevic, qui n'était pas forcément, oui, moi j'aime les losers magnifiques qui arrivent à gagner. J'aime les gars qui, je dis bien me ressemblent. Moi, je suis pas, vous aimez admirer comment on appelle ça? Les gens aiment admirer les grandes figures. Moi, j'aime admirer un peu les gars qui sont un peu des monsieur tout le monde, qui arrivent à se surpasser. Ça me parle plus qu'admirer des grosses figures, je sais pas quoi, là. Et Goran Ivanisevic, un peu son histoire, me parle quelqu'un qui est arrivé par carte d'invitation et qui, je sais pas, la grâce, un beau jour arrive à gagner enfin ce Wimbledon au moment où on s'attendait le moins, contre Patrick Rafter qui même il n'était pas déçu d'avoir perdu contre lui. Et vous pouvez le voir, même le sourire de Patrick Rafter, il n'était pas ça, l'échec de cette finale là ne l'a vraiment pas marqué. Il disait bon, il le méritait même. Donc c'est un grand moment de sport, c'est un moment de sport qui m'a le truc là, c'est un moment de sport très humain, surtout pour un personnage aussi très humain qu'est Goran Ivanisevic, qui est devenu aussi par la suite une icône en Croatie. Par rapport à cette victoire, il y avait l'équipe de Croatie qui était déjà une icône, et puis lui il est devenu l'icône aussi pendant de très longues années de la Croatie par rapport à cette victoire. C'est un beau personnage de l'histoire du sport, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, cette histoire de Wimbledon 2001 et c'est cette histoire de Cendrillon, du gars qui gagne alors qu'on l'avait invité par carte d'invitation et qu'il était plus au fond du trou par rapport à cette époque-là. Moi, c'est un moment de sport qui m'a beaucoup marqué. Goran Ivanisevic, Patrick Rafter, finale 2001. Vous connaissez un peu cette maxime là que les gens aiment souvent balancer là en disant ouais, l'histoire ne retient que les vainqueurs, l'histoire ne retient que les trucs. Ouais, c'est celui qui gagne qu'on retient. Après cette maxime débile que les gens aiment souvent faire là. Moi, je dirais à ces gens, l'histoire ne retient pas les vainqueurs, l'histoire retient le beau. Il y a des vainqueurs qui disparaissent dans l'histoire. C'est bien beau de gagner, je ne dis pas que c'est mauvais de gagner. On a tous envie de gagner. Mais l'histoire ne retient pas les vainqueurs. L'histoire retient les beaux vainqueurs comme les beaux perdants. L'histoire retient les beaux vainqueurs comme les beaux perdants. Si tu es un très laid perdant, l'histoire ne te retient pas. Si tu es un très laid gagnant, l'histoire ne te retient pas. L'histoire retient les beaux vainqueurs et les beaux perdants. C'est ça que l'histoire retient. Et quoi de plus de parler de ça que de parler vraiment de, je pense, qui est le plus grand moment des Jeux Olympiques de tous les temps. Plus grand même encore que les records de Usain Bolt. Plus grand encore que tout ce qu'on a vu dans les Jeux Olympiques. Le plus beau moment jusqu'à actuellement des Jeux Olympiques. Derek Edmond, si je me trompe pas, avec son père Jim. Quand Derek Edmond, je crois que c'était un coureur de 200, 400 mètres encore. Derek Redmond, c'était son. Qui avait été en train de faire cette course un peu incroyable, un peu, je crois que c'était de 400 mètres et tout, et qui à un moment donné, il y a ce moment génial là où il s'est blessé, et au lieu de décider d'arrêter et de se mettre sur le côté, continue quand même de vouloir finir la truc sous les applaudissements du public et avec son père qui vient l'aider. C'est devenu le moment historique des JO. Parce qu'on se souvient même du vainqueur du 400 mètres là. Je ne sais même plus si on se souvient même. Qui a gagné même là? Je vais rechercher. Qui a gagné même le 400 mètres de JO là? Je ne sais même pas si on se souvient du vainqueur. On se souvient que de ça.
C'est cette image qui a parti. Il est devenu comment on appelle ça, le symbole de l'esprit olympique. C'était trop beau à voir ça. Comme je dis toujours, moi, je raisonne pas seulement avec des gens qui gagnent des trucs. Je raisonne avec des gens qui sont des monsieur tout le monde et qui essayent toujours de se transcender. C'est ça là où le sport apprend des choses. J'aurais pu vous montrer les Usain Bolt 9 minutes 50. J'aurais pu montrer tout ça. Mais derrière Redmond, tout comme aussi, comment il s'appelle là, le Congolais là, Peter, comment il s'appelait ce Congolais là, des Jeux Olympiques 2000 là? C'était Moussambani, voilà, comme Moussambani aussi dans les Jeux Olympiques 2000. C'est ça qui, c'est ces moments-là, le gars qui fait le 400 mètres, il n'a jamais eu le truc et il continue à se battre alors que dans son pays au Congo, il n'y a pas le truc. Il est devenu un symbole olympique. Aujourd'hui, on l'invite partout. On l'invite partout grâce à ça. Moi, j'aime les vainqueurs qui sont humains. J'aime les vainqueurs qui me rappellent que moi aussi, je peux me surpasser dans ce que je fais. Je n'aime pas seulement les grandes figures. Et Derek Redmond, l'histoire de Derek Redmond, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Son père est décédé, je sais pas, il y a quelques années déjà. Et Derek Redmond est devenu... il est maintenant dans le comité olympique. Il est invité partout, parce qu'il est le garant de l'esprit olympique. Il a perdu peut-être la possibilité d'avoir la médaille d'or ou quelque chose comme ça. Mais il a gagné le monde. Il a gagné le monde. Il a gagné le monde. Ça a ému tellement des gens. Les gens retiennent le beau. Les gens ne retiennent pas seulement les vainqueurs. Les gens retiennent le beau. Quand tu es un beau vainqueur, on te retient. Quand tu es un laid vainqueur, on te retient moyennement. Quand tu es un laid perdant, on te retient moyennement. Les perdants, France 2018. France 2010. Les perdants, on oublie. Les beaux perdants, France 82, on n'oublie pas. Beau vainqueur, Ajax 71, 72, 73, on n'oublie pas. Les perdants, 74, Allemagne. Les gagnants, on oublie. C'est un peu bizarre dans l'histoire. Oui, ils ont gagné, mais ça ne marque pas. C'est comme ça. On oublie. C'est en fait, ce qui reste dans l'histoire, c'est le beau. C'est pas juste le gagnant et le perdant. C'est si tu as été un beau gagnant, tu as été un beau perdant. C'est ça qui est le truc. Il faut toujours chercher à être un beau gagnant. Parce que même quand tu perds, on va retenir que tu étais un beau perdant. Moi, c'est en tout cas une philosophie auquel je crois. L'épopée calaisienne, Calais-Bordeaux. Je pense que Calais-Bordeaux et Calais-Nantes aussi. Je pense les deux. Calais est un club amateur qui a entré dans l'histoire du foot avec une épopée légendaire. Je pense que Calais-Bordeaux, c'est un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe de France. En termes d'émotion, pas forcément en termes de jeu, mais en termes d'émotion. Et même quand on regarde l'équipe de Calais, c'était une équipe qui pratiquait du beau jeu. C'était pas des mecs qui restaient à attendre là. Il y avait des beaux joueurs. Michael Gérard était un très beau joueur. C'était tous des amateurs qui avaient d'autres travails. Menuisier, charpentier, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Mais c'était des beaux joueurs. Philippe Vasseur. Jérémy Jandot. Ils étaient des très beaux joueurs. Et l'équipe pratiquait du beau jeu. C'était pas des mecs comme quand je vois ces zozos et connards de l'équipe de Grèce de 2004 pourris là, qui restaient derrière. Ça, c'était des amateurs qui pratiquaient du beau jeu. C'était pas juste, on attend derrière, on supporte, après Non. Ils jouaient crânement le champ. Je me rappelle le match Calais-Bordeaux, j'ai dit, mais ils font face à face avec les mecs. Il y a des périodes souvent comme ça dans le foot où il y a des mecs, ils se transcendent comme ça. C'est-à-dire, tout est aligné. Une année comme ça où tout est aligné, il y a des mecs qui se transcendent comme ça. Et ils se sont transcendés comme pas possible. Calais, Bordeaux, un match encore, c'est pour moi encore un des matchs de Coupe de France. Calais, l'équipe qui a marqué la Coupe de France. Pas parce qu'ils ont gagné, ils n'ont même pas gagné la Coupe de France. Ils sont partis en finale contre Nantes où ils menaient même 1-0. Et c'est fini par une défaite un peu cruelle avec 2 pénaltys qui étaient un peu bizarres là sur Caviglia. Il y a cette image encore avec le capitaine de Calais qui porte
Le truc avec l'Andro, le truc de Coupe de France, parce que en fait, les vainqueurs de la Coupe de France, même s'ils n'ont pas gagné la Coupe de France, contextuellement, c'était eux. C'est eux qui ont gagné le cœur des amateurs de foot, ils ont gagné le cœur des Français, ils sont encore dans la légende. Chaque fois qu'on parle de Coupe de France et qu'il y a une équipe un peu de quatrième division qui affronte une équipe de Ligue 1, on dit, est-ce qu'il y aura un espoir à la Calais? C'est eux qui ont un peu créé ce délire-là, de renverser. En fait, la Coupe de France, j'aime bien la culture, la Coupe de France, c'est, ok. J'aime bien que ça soit la culture vraiment. Allez, le petit va essayer de renverser le grand aujourd'hui. On va essayer de renverser l'équipe de Ligue 1, l'équipe de Ligue 1. Et ça doit rester la culture. La culture, ça c'est un truc de la culture française dans le sport que je veux toujours que ça reste. La Coupe de France, je veux que ça reste toujours comme ça là. Cette culture de vouloir toujours renverser le petit, que le petit renverse le grand. J'aime bien que ça reste là parce que c'est la spécificité culturelle française que je pense qu'il ne faut pas enlever. Ça reste la spécificité culturelle de la Coupe de France que j'aime bien que ça reste là. Et Calais a magnifié ça avec des joueurs, Michael Gérard, Philippe Basseur, Jérémy Jandot. Il y avait beaucoup de beaux joueurs là quand je me souviens encore là. L'équipe pratiquait du beau jeu. C'était pas des gars. Quand je regarde encore, je dis mais c'était même pas des gars qui restaient là derrière à attendre. Non. C'était très bien truc. Tout le match où ils ont fait tomber toutes les équipes de Ligue 1 one à one. C'était fabuleux. C'est vraiment un des plus beaux moments de foot français, même dans le foot, dans l'histoire du foot français. Ou comme vous savez, je pense que le foot français, vous avez vu que je ne suis pas un zozo. Je pense connaître un peu l'histoire du foot de ce pays. Très bien. Et c'est l'un des moments charnières un peu l'un des grands moments de foot français. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore aujourd'hui. Qui est resté dans l'histoire. Calais était une fabuleuse équipe, des fabuleux joueurs, une fabuleuse épopée et qui on n'oubliera pas de sitôt. Et oui, numéro 2, ça c'est directement entrée numéro 2. Hein. Le temps peut-être le fera peut-être passer par numéro 1, mais je l'ai déjà fait un sujet sur cette finale là. Mais il faut en parler, c'est l'un des moments, les moments où j'étais, comme je l'ai dit, j'étais en larmes. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'étais en larmes quand je regardais ça, parce que je disais, mais on est en train de regarder un moment d'histoire de ce sport qui est en train de s'écrire sur nos yeux. C'est un grand moment de sport qu'on a vécu là. C'est le grand moment, avec la Ligue des Champions 2019, c'est, je pense, le plus grand moment de l'histoire du foot moderne actuellement. Dans l'histoire du football moderne, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent me faire vibrer. Mais s'il y a deux choses qui m'ont fait vibrer dans le football moderne, c'est la Ligue des Champions 2019 et cette finale de Coupe du Monde, qui pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je la considère un peu comme un match de science-fiction. Hein. Sincèrement, parce que pendant 75 minutes, parce que je vais commencer à décrire la finale, je ne l'ai pas fait la dernière fois parce que je voulais parler du contexte et de ce que ça impacte un peu dans l'histoire du foot, ce truc-là. Surtout pour la carrière d'un gars comme Mbappé, ce que ça va faire par rapport à lui. Hein, dans 20 ans, on va nous parler de ça, la postérité. Quand j'ai vu comment le mec, il est entré à la postérité, j'ai vu même après, voilà, un an après, on commence à sortir les vidéos de sa volée en finale. Comme je l'avais prévu, la postérité est déjà là. Ça, c'est la postérité à vie, ça. Ce triplé-là en finale. Donc, s'il a perdu, je pense que le grand gagnant de la finale de la Coupe du Monde, c'est Kylian Mbappé. Hein. Il a gagné l'histoire avec ça. Et cette finale-là, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire, pendant 75 minutes, 77 minutes ou 78 minutes, je ne sais plus trop, on a vu un viol. C'était un viol. L'Argentine violait l'équipe de France. C'était pas que non, c'était un viol. Les gars ne voyaient rien. Patati, Di Maria faisait tout. Le milieu de terrain avec comment il s'appelle encore, c'est Enzo, je sais plus quoi encore là. De Paul, tous les gars là avaient bouffé. Griezmann qui avait été incroyable, tout le mondial avait été transparent. Tout était dirigé par l'équipe d'Argentine.
Quand je vois encore le but de Di Maria sur cette fabuleuse déviation de Messi qui casse la déviation de Messi là, c'est même pour moi le plus beau geste de ce but là. La déviation qu'il fait là, qui casse complètement le bloc équipe de l'équipe de France sur le but de Di Maria là, c'est un magnifique, magnifique. Et l'équipe de France n'a rien compris. Et j'étais là, je me rappelle encore comment j'étais avec mon ami, mon compère ami Djibril, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, je disais, moi, je vois l'équipe de France dominer comme ça, mais je connais mon Deschamps. Si Deschamps gagne la Coupe du Monde après le match que je suis en train de voir là, j'avais décidé de ne plus regarder jamais le foot. Parce que, je dois vous avouer, vous l'avez vu un peu sur mon sujet sur Didier Deschamps. Didier Deschamps fait partie des personnages légendaires du foot, mais antipathiques aussi du foot. Je le comprends. Lui, c'est un gars de match de science-fiction. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il est le mec que je n'ai jamais compris. J'ai jamais compris ses équipes et le déroulement de ses matchs qui vont toujours dans son sens. Pour les amateurs de foot, on appelle ça un peu la chatte à Dédé. Mais moi, je ne crois pas à la chance qui se répète plusieurs fois. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à un gars qui a de la chance qui se répète plusieurs fois, parce que quand ça se répète plusieurs fois, c'est plus de la chance. C'est qu'il y a quelque chose. Ce mec-là, il y a des fois où Didier Deschamps fait partie des coachs de l'histoire du foot qui me fait me questionner sur ma compréhension de ce sport. Les événements de Argentine-France, c'est tellement arrivé dans sa carrière en tant que coach. Monaco, Real Madrid. Marseille. Quand il était coach à Marseille, il y avait des matchs là, je pense encore à Dortmund-Marseille. Le match avant qu'ils ne se qualifient, ils sont menés 2-0. Ils se font balader pendant tout le match. Ils sont côté, tu vois Bia, le cul à l'air, Hummels les humilie, Marco Reus les trucs, les gars, Nourou, Saïn, bref, toute la clique de Marseille, là. Nourou, Saïn, Godze, ils les font la misère, les mecs ne voient rien. Et puis, il y a le centre de but de Loïc Rémy. Ça revient là. Après, Valbuena qui était, je me rappelle à l'époque, Valbuena ne jouait même plus. Et on l'avait même mis sur la liste des transferts à l'époque, là, en décembre. Le mec, il vient, il entre. Ayou égalise. Après, le mec, Valbuena te marque un but à la Maradona. 3-2, ils vont en huitième. En huitième, pareil. Ils rencontrent Inter. Les gars gagnent 1-0. Après avoir un match pourri de Marseille-Inter où Ayoub vient marquer à la 91e minute. Et après, il y a ce match retour où ils ont récupéré Brandao qui était complètement au Brésil par rapport à son histoire de viol et qui l'ont appelé en prêt, qui était au bord du trou, qui vient marquer le but de la qualification contre l'Inter et l'équipe de bras cassés dans le quart de finale. Je ne comprends rien. France-Ukraine, ils ont perdu 2-0 à l'aller, ils reviennent 3-0 gagnés. Les équipes de Deschamps, je ne comprends jamais. Les scénarios, là, je les ai vus tellement de fois avec les équipes de Deschamps. C'est des scénarios surréalistes. Il a une capacité, ces équipes ont une capacité de provoquer la réussite et qui font que la réussite vont toujours dans le sens qui ça me sidère. Les gens disent c'est la chance, mais moi, je ne crois pas à la chance. Quand ça arrive tout le temps avec un gars, ce n'est pas de la chance, c'est un skills. Même si le skills là, on n'arrive pas à le décrire, c'est un skills. Moi, je suis dépassé. Lui, il m'a questionné. Hein. Moi, je me questionne sur le foot avec ce mec-là. Toute ma compréhension du foot, lui, il l'a complètement questionné. Quand j'ai vu le match France-Argentine, j'étais avec mon gars, je lui envoyais les messages WhatsApp, je lui disais, si la France gagne ce match, j'arrête de regarder le foot. J'arrête complètement de regarder le foot parce que je me dis, ok, c'est bon. Ça va, je ne comprends rien à ce sport. Et je disais, je suis sûr que l'équipe là va égaliser. Il a commencé à changer. Dès qu'il a fait ces changements là où il a changé, il a enlevé Griezmann, il a mis un milieu plus compact, il a mis les Fofana et tout, il a mis un milieu plus compact. Il a fait que l'équipe tourne autour beaucoup plus d'un jeu direct, beaucoup plus Mbappé. Après Kolo Muani qui bougeait la défense un peu et Koeman qui faisait les meilleurs replis défensifs. Notamment le but d'égalisation. Je le dis toujours, ça revient d'un repli défensif de Koeman.
et tout. J'ai dit, je me rappelle, je disais, il suffit d'un but et on va voir encore la déchante touch où l'équipe arrive à gagner alors que mais quand il y a eu le penalty de Kolo Muani, j'ai dit oh putain le gars ça va arriver et dès que le but de Mbappé est venu, j'ai dit mon Dieu, les gars vont gagner la Coupe du Monde en ayant joué comme ça, en ayant joué en ayant rien fait du match. Les mecs ont failli gagner la Coupe du Monde et ça c'est Deschamps. Lui il me fascine avec son foot. C'est un des moments incroyables du foot moderne actuel. L'un des plus beaux matchs du football des années 2020. C'est vraiment l'un des plus beaux matchs du football des années 2020. Et peut-être un match qui va ressusciter l'intérêt du football des nations. Je suis convaincu que le football des nations reportera encore beaucoup plus d'importance à cause de ce match-là. Je pense que ce sera charnière, ça a été charnière, ça, et pour que le football des nations revienne vraiment à la première place qui soit par rapport au football du club, je suis assez content et je pense que c'est ce match-là qui a favorisé le retour du football des nations. Je suis convaincu de ça. Les gens veulent souvent te dire ah mais qu'est-ce que c'est le foot en fait? C'est quoi le foot? Qu'est-ce qui vous passionne dans le truc là? Bah, tu le fais asseoir et tu le fais juste regarder cette vidéo là. Cette vidéo d'échauffement là. Tu le fais regarder, tu ne dis rien, tu le regardes, tu le fais juste regarder la vidéo là. Avant les strass et les paillettes. Avant tous les femmes, les strass et paillettes, tout ce que ce sport peut apporter comme reconnaissance sociale, élévation sociale, monétaire, tout. Le foot est avant tout un jeu. C'est juste un jeu à la base. Quand il est pratiqué par des génies comme vous le voyez sur cette vidéo là, il s'élève au rang d'art. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport-là. Pas pour les gonzesses, pas pour les trucs. Pas pour l'argent, pas pour le truc, juste pour ça. Et Maradona,
Ce truc-là, c'était une vidéo de l'échauffement en demi-finale contre le Bayern de Munich. Tu as un moment déception comme ça, capté comme ça. En même temps, il y a la musique de Opal, la Life is Life qui passe là. Comme métaphore même de ce qu'on est en train de regarder. Pour moi, c'est le plus beau moment de sport que j'ai vu de ma vie. Parce que c'est l'essence même de ce sport. Et quand il est pratiqué par un génie pareil comme ça là, tu ne peux que aimer ce sport là. Maradona est sûrement l'un des plus beaux personnages, je dis même pas, c'est le plus beau personnage de l'histoire du foot. Et moi, quand on veut toujours me résumer c'est quoi Maradona, moi je montre pas le truc de Angleterre, je montre pas tout ça, c'est du revu et du revu, je montre juste ça. Juste un mec qui aime jouer avec le ballon. Et que contrôle le ballon, c'est même pas, le ballon est plus que son ami. Et ça devient, c'est comme de la poésie. Ça, c'est mon plus beau moment de sport de tous les temps. C'est-à-dire, c'est mon plus beau moment que j'ai vu. De tout ce que j'ai vu, c'est le plus beau moment qui résume. C'est le plus beau moment, c'est le plus beau truc de foot que j'ai vu. Quand on veut me demander c'est quoi le foot, quand on veut savoir c'est quoi le foot, pourquoi on aime ce sport-là, c'est pour ça. Juste ça. Un mec avec un ballon qui est juste en train de jouer. S'il fallait résumer Maradona en une vidéo, c'est ça. S'il fallait résumer le foot, c'est ça. Il faut résumer même le sport en général. C'est ça. Le sport, derrière les performances, derrière la compétition, n'est avant tout qu'un jeu. C'est avant tout qu'un jeu. Et c'est me pousser sur ces belles images-là que je pense que je vais arrêter ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à plus pour d'autres aventures.